sommes un peuple fier. L'indépendance est un fait acquis. Nous n'avons pas l'âme d'esclave. Des peuples entiers ont été vidés de leur culture. Décolonisation dans le sourire. Laissez entrer les peuples noirs sur la tranchée de l'histoire. Décolonisation. Et tourne et s'accélère la ronde des révoltes et des indépendances africaines. Vous connaissez la dernière chanson à la mode? Indépendance, tcha-tcha, tozuiye. Oti paza, tcha-tcha, tubaki. Pierre Aski. Pour comprendre le présent, plongeons-nous dans le passé. France Inter vous invite à découvrir ou redécouvrir les personnages historiques qui ont marqué un certain nombre de pays africains. Aujourd'hui, Sylvanus Olympio, premier président du Togo indépendant. Les Africains valent autant que les Blancs. Pour nous accompagner dans ce voyage dans le temps et dans l'espace, l'historien Hamzat Boukari Yabara, auteur de Africa Unite, une histoire du panafricanisme. France Inter. Sylvanus Olympio s'est couché tôt ce 12 janvier 1963 dans sa résidence officielle de président de la République du Togo. Il est réveillé par des éclats de voix dans l'entrée de la maison, entre ses gardes et des visiteurs agressifs. Il comprend vite qu'il y a danger, ordonne à sa femme de se cacher avec leurs enfants et s'enfuit en pyjama dans le jardin de la maison voisine. C'est l'ambassade des États-Unis. Quelques heures plus tard, le président togolais est découvert, caché dans une voiture de l'ambassade. Il est sorti de force et abattu de sang-froid par l'un des militaires. L'Afrique vient de vivre le premier coup d'État militaire dans lequel un chef d'État est assassiné. Un traumatisme durable pour un continent qui en connaîtra beaucoup d'autres jusqu'à aujourd'hui. La mort de Sylvanus Olympio constitue un choc, non seulement en raison du précédent qu'elle crée, mais aussi en raison de la personnalité du président. Un nationaliste africain dont le prestige et le rayonnement dépassaient de loin la taille du petit État qu'il dirigeait. Mon père, avec cette lucidité d'un grand révolutionnaire, me fait comprendre que la peur n'est qu'une mauvaise conseillère et le doute l'entreprise du bourreau, pendant que l'Afrique compte ses morts, ses mythes et ses corbeaux. 60 ans après sa mort, le fantôme de Sylvanus Olympio continue de peser sur le destin du Togo. Son président actuel, Faure Gnassingbé, n'est autre que le propre fils de l'assassin d'Olympio, l'ex-président Gnassingbé Eyadema. Olympio fait partie de ces fortes personnalités qui ont marqué la marche de l'Afrique vers l'indépendance. Il est le produit d'une histoire bien particulière, celle du Togo, un pays dont les frontières sont tracées par l'histoire coloniale. Voici comment, avec le langage d'autrefois, on décrivait le Togo à la radio française. Le Togo, c'est ce couloir de 600 km de long sur 100 de large, peuplé d'1,5 million d'habitants, étiré entre le Ghana et le Dahomey jusqu'à la Haute-Volta et qui s'ouvre sur le golfe de Guinée sur l'océan Atlantique. C'est naturellement aussi le visage ancestral de l'Afrique, où les gestes simples se perpétuent dans un décor inchangé. Un pays où vit une belle race, solide et ouverte, mais aux multiples tribus et dialectes pour qui le français est devenu la langue véhiculaire. Ce que ne dit pas cette présentation, c'est qu'il s'agit d'une ancienne colonie allemande, comme le Cameroun, le Tanganyika et la Namibie. Ces territoires sont retirés à l'Allemagne à l'issue de la Première Guerre mondiale. Tout comme le Cameroun, le Togo est alors partagé entre la France et le Royaume-Uni, qui reçoivent un mandat international. Ce n'est donc pas une colonie comme ses voisins, même si dans les faits, Paris gère ce territoire de la même manière. Sylvanus Olympio naît en 1902, à l'époque donc de la colonisation allemande. Son lieu de naissance passe sous mandat britannique après 1918. Mais cette région, devenue anglophone, choisira par référendum de se rattacher au Ghana voisin, alors que Sylvanus Olympio deviendra président du Togo francophone.
Cette particularité n'est pas étrangère à son tragique destin. Elle façonne son rapport à l'ancienne métropole et, sans doute, le regard que Paris portait sur cet homme trop indépendant. Sylvanus Olympio n'était pas un de nos amis. Commente de manière lapidaire, des années après, Jacques Foccart, l'incontournable Monsieur Afrique du général de Gaulle. Ce destin singulier se retrouve déjà dans les origines de Sylvanus Olympio. Il naît au sein d'une famille de la grande bourgeoisie afro-brésilienne. Du côté de son père, un gros commerçant, on retrouve une princesse Yoruba, le peuple de la côte nigériane, et un père d'origine portugaise, né au Brésil, et d'une mère amérindienne. Sa propre mère était esclave, achetée par un membre de la famille Olympio, puis affranchie pour devenir l'une des épouses de son père. Cette famille émancipée et prospère permet au jeune Sylvanus d'aller à l'école de la mission catholique, allemande, puis anglaise, et enfin française, au gré des changements coloniaux. Il en garde un art des langues qui le distingue. À 18 ans, en 1920, il quitte le Togo pour aller étudier à la London School of Economics, l'une des universités les plus prestigieuses d'Angleterre. Il est le premier diplômé africain de cette célèbre institution britannique. Il fait ensuite des études de droit international à Dijon, puis à Vienne. Il est donc bardé de diplômes, formé en économie comme en droit, un parcours encore peu commun pour un sujet d'une colonie d'Afrique. Mais avant de se lancer en politique, il passe par le secteur privé. Il est recruté à Londres par la Lever Brothers Company, l'ancêtre de la multinationale Unilever. Brillant, il est envoyé en poste au Nigeria, en Côte d'Or, le futur Ghana, puis dans son Togo natal. Il occupe des fonctions managériales jusque-là impensables pour les Africains. Il est ainsi le seul dirigeant dans cette génération des indépendances à avoir une expérience de gestion dans une grande entreprise privée. La Seconde Guerre mondiale change la donne. En 1941, en pleine guerre, il participe à la création du Comité de l'unité togolaise, regroupant des Africains et des colons français opposés à Vichy. Il se retrouve interné dans le nord du Togo et humilié par l'administration coloniale. Son engagement lui vaudra d'être décoré de la médaille de la résistance à la libération. Mais cette expérience le pousse à réclamer des réformes politiques profondes. Le Comité de l'unité togolaise, le CUT qu'il dirige, se transforme en parti politique et change de braquet. Une nouvelle page est ouverte dans l'histoire du Togo. Lors d'un reportage de la RTBF, une vieille militante du CUT, Petroni Aden, se souvient avec émotion de cette époque. On voulait aller faire une réunion à 1 euro un jour. Et le gouverneur d'antan, de Gaulle, ne voulait pas du tout qu'on aille. Il a bloqué toutes les voitures. On était obligé de marcher de Lomé jusqu'à 1 euro à pied. Et c'était comment le chant de lutte du CUT? Nous sommes avec l'historien Hamzat Boukari Yabara qui nous accompagne dans ce voyage. Cette histoire particulière du Togo, colonisation allemande, mandat britannique et français, complique cette décolonisation. Comment cette spécificité se manifeste-t-elle ? Alors, le cas du Togo est effectivement particulier. Les Allemands l'ont colonisé au lendemain de la conférence de Berlin. Après la Première Guerre mondiale, il passe sous mandat de la SDN, donc partagé entre les Français et les Britanniques, ce qui est validé à nouveau après 1945. Mais dans les deux cas, on a déjà un découpage du territoire entre la partie qui est rattachée au Ghana, la Gold Coast britannique, et l'autre partie que les Français ne vont pas rattacher au Dahomey voisin, au Bénin voisin. Donc, il y a une particularité du Togo
qui renvoie justement à ce partage entre guillemets international et en même temps à la nécessité ou à la possibilité de créer justement un sentiment national. Je crois que c'est l'un des éléments particuliers. Le Togo n'était pas fait entre guillemets pour exister. C'était vraiment un territoire de passage, de transition entre la partie anglophone, donc du Ghana, vers le Dahomey, derrière le Nigeria. Et le contexte même de la lutte de décolonisation qui passe dans le cadre des Nations Unies va amener justement à poser le cadre national du Togo de manière un peu différente des autres territoires qui avaient une administration coloniale beaucoup plus unifiée. Et donc, par conséquent, les enjeux de décolonisation du Togo vont se jouer au niveau des Nations Unies, en mettant en porte-à-faux la France dans sa gestion de ce territoire-là, et en essayant également de montrer les insuffisances de la présence britannique à partir notamment du moment où le Ghana devient indépendant et la partie du Togo rattachée au Ghana devient également indépendante et se pose donc la question de quel Togo va être indépendant, sous quelle forme et sous quelle également juridiction. Sylvanus Olympio a un parcours personnel très riche, ses études en Europe, sa carrière dans un groupe privé, puis son entrée en politique. C'est assez exceptionnel pour l'époque, n'est-ce pas ? Oui, alors le cas de Sylvanus Olympio est très intéressant. Bon, il naît vraiment au début du XXe siècle. Il est né dans une famille bourgeoise, plutôt à l'aise économiquement, d'origine brésilienne. Donc ce n'est pas quelqu'un qui est complexé. Il part étudier très tôt en Angleterre à la London School of Economics, donc vraiment aussi dans une école UP réputée. Et après, il poursuit ses études en Europe et donc il gagne une dimension, une vision internationale très tôt, en dehors des cadres un peu militants. Il est polyglotte également, donc français, anglais, allemand, ce qui est aussi une caractéristique très intéressante. Et il va utiliser son expérience internationale pour se construire un réseau, pour se construire également une crédibilité qui fait qu'il se distingue particulièrement des autres dirigeants qui très souvent ont été associés à des luttes nationales. Dès le départ, Sylvanus Olympio s'inscrit vraiment dans les milieux d'affaires, dans cet espace où la question des négociations se pose avec beaucoup de pragmatisme, un peu différent justement des enjeux juridiques, statutaire et constitutionnel. Et je pense que c'est cette formation en économie politique, puis ensuite en droit international, qui va faire de lui un cadre particulièrement accompli lorsqu'il intègre donc une multinationale de l'époque, Unilever, United Africa Company, et qu'il entre ensuite en politique où là, effectivement, il est confronté à beaucoup plus de difficultés. Médaillé de la résistance, Sylvanus Olympio s'engage dès la fin de la guerre en faveur de l'indépendance du Togo. Il va plus vite que bien d'autres dirigeants africains. D'où lui vient cette impulsion ? Je pense que l'impulsion de Sylvanus Olympio lui vient déjà de sa formation. C'est quelqu'un qui est très pragmatique, qui va droit au but, qui sait exactement ce qu'il veut ou ce qui est bon pour son peuple. C'est également un dirigeant qui a, je dirais, une vision une méthodologie, une stratégie, et qui voit vraiment la gestion de son territoire comme quelque chose d'assez entrepreneurial. Alors c'est en partie lié aussi à l'héritage colonial allemand, c'est-à-dire qu'on a toujours voulu faire du Togo cette fameuse colonie modèle, et Sylvanus Olympio rentre un peu dans ce costume du dirigeant modèle qui veut vraiment un pays propre, réglé, etc., et qui a bien compris que ce n'est pas en restant dans le joug colonial que cela se mettra en place. Donc c'est quelqu'un qui va d'une certaine manière sortir du cadre affairiste économique, donc il va démissionner de son emploi et s'engager radicalement en politique pour, je dirais, traduire un peu dans le champ politique ce qu'il avait réussi dans le champ professionnel de manière assez brillante. Le président Sylvanus Olympio vécut d'un pacte. Dans les années d'après-guerre, Sylvanus Olympio s'engage sur tous les fronts pour l'indépendance. Il plaide en faveur du Togo devant l'Organisation des Nations Unies, née en 1945, qui gère les mandats confiés aux puissances coloniales. Comme dans le cas du Cameroun, c'est la grande différence avec les autres colonies. Leur statut donne un droit de regard aux Nations Unies. Les nationalistes jouent à fond cette carte. Olympio a une idée en tête, la réunification du Togo entre ses parties anglophones et francophones. Il est obsédé par la division que cette partition a provoquée au sein de la principale ethnie du pays, les Ewe. Lui-même n'est pas Ewe,
mais il défend de manière éloquente l'idée que les frontières nationales respectent les peuples, là où le découpage colonial les a séparés. Il échouera. En 1951, il est contraint de démissionner de la société privée qui l'employait pour pouvoir se présenter devant le comité des tutelles de l'ONU. Ce sacrifice renforce son prestige. Renoncer à une telle réussite professionnelle pour se consacrer à l'action politique ne va pas de soi. Olympio peut se dévouer désormais entièrement au CUT, devenu le premier parti du Togo. Il y a eu des négociations. Libéré de ses obligations professionnelles, Olympio témoigne devant le comité de l'ONU. Cette année-là, un ministre de la République, un certain François Mitterrand, passe par Lomé alors que la demande d'indépendance est désormais posée. Vous savez que le ministre de la France d'Outre-mer, M. François Mitterrand, vient d'accomplir un long périple puisqu'il a parcouru ces immenses territoires constitués par le Tchad, l'Afrique équatoriale et l'Afrique occidentale française. Ce sont les impressions qu'il rapporte de ce voyage que nous sommes venus demander à M. François Mitterrand qui a bien voulu nous recevoir dans son cabinet même. J'ai pu faire escale à Lomé, Togo, où un certain nombre de problèmes tout à fait actuels devaient retenir mon attention. Le ministre de l'Outre-mer reste très elliptique. Mais les problèmes auxquels il fait référence sont ceux de l'accélération de la revendication nationaliste. Les autorités coloniales sont très embarrassées par les démarches de Sylvanus Olympio auprès des Nations Unies. Elles cherchent par tous les moyens à briser les ailes du dirigeant nationaliste dont l'influence ne cesse de croître. Elles ont recours à un moyen classique, un contrôle fiscal. Il est condamné à une amende, mais il est aussi privé de ses droits civiques. Ainsi, Sylvanus Olympio ne peut plus se présenter aux élections de l'Assemblée locale, vieille ficelle efficace. De plus, les autorités coloniales jouent sur une rivalité naissante entre deux hommes, Sylvanus Olympio et Nicolas Grunitzky. Leurs options politiques sont radicalement opposées, mais ce n'est pas tout. Ils sont beaux-frères. Nicolas Grunitzky est le demi-frère de la femme de Sylvanus Olympio, Adoa Dina Grunitzky. Tout les oppose, à commencer par la personnalité. Olympio est flamboyant, Grunitzky est effacé. Rivalité politique et donc aussi personnelle qui se poursuivra jusqu'à la mort d'Olympio. On parle alors du Togo des beaux-frères ennemis. En 1956, un référendum est organisé dans le territoire pour choisir entre deux statuts, le maintien de la tutelle issue du mandat de l'ONU ou celui de république autonome au sein de l'Union française. Le CUT, le parti d'Olympio, appelle au boycott pour protester contre la décision de justice de priver son leader de ses droits civiques. L'opposition a décidé de ne pas participer au référendum. Cette opposition, composée surtout du CUT, Comité de l'Unité Togolaise, et de son annexe la Juventon, mouvement de jeunes, prône la réunification du Togo britannique et du Togo français au profit essentiel d'une race, la race Ewe, qui occupe les régions sud du Dahomey, des deux Togo et de la Gold Coast. Enfin, à Radio Lemay, qui commence maintenant ses émissions par le nouvel indicatif La Togolaise, qui est l'hymne de la jeune République du Togo, dont je vous fais entendre quelques mesures. Auditeur de Paris vous parle, bonsoir, à lundi. Ici Pierre Pomentin qui vous a parlé de Lomé, capitale du Togo, sur le golfe du Bénin. Gaston Defferre, le ministre de la France d'Outre-mer de la 4e République, voit dans la réussite du scrutin le succès d'une France progressiste. Il aura fallu moins de 10 ans pour que votre pays passe du statut colonial à l'autonomie. Il aura fallu à peine 1 an pour que le vœu de votre Assemblée devienne réalité. Qui donc oserait dire que la France ne sait pas prendre les décisions qui s'imposent au moment propice? Qui pourrait prétendre que la France est incapable de s'adapter au rythme politique du monde moderne?
En raison du boycott du scrutin par le CUT, c'est Nicolas Grunitzky qui prend la tête du gouvernement autonome togolais. Il se félicite de ce résultat sur les ondes de la RTF. Le résultat du référendum n'a fait que confirmer nos espérances. Nous aborderons avec le souci constant de faire du Togo un véritable État africain, démocratique, digne de la confiance que la grande nation française nous a faite. J'ajouterai enfin que les jours à venir doivent associer Français et Togolais dans un même esprit de collaboration où l'amitié, la loyauté et la confiance réciproque permettront seuls d'assurer le plein succès de cette grande expérience humaine. Sylvanus Olympio et les partisans de l'indépendance sont marginalisés. La manœuvre française semble couronnée de succès. Mais le leader du CUT organise patiemment sa revanche. Il dénonce des irrégularités dans l'organisation du scrutin. Il obtient que les Togolais votent de nouveau, cette fois sous supervision des Nations Unies. Le résultat est radicalement différent. C'est un raz-de-marée pour le CUT de Sylvanus Olympio. Le verdict des urnes est sans appel. L'administration est contrainte de revenir sur la privation des droits civiques du dirigeant nationaliste. De paria, Sylvanus Olympio se retrouve directement chef du gouvernement de la République autonome du Togo. Le 13 mai 1958, Sylvanus Olympio reçoit l'investiture du premier Parlement élu au suffrage universel dans des conditions incontestables. La Chambre des députés du Togo accorde à l'unanimité l'investiture de M. Sylvanus Olympio. La parole est à M. Olympio, Premier ministre. Monsieur le Président, Messieurs, j'ai écouté avec beaucoup d'émotion les paroles qui ont été prononcées par Monsieur le député. Monsieur, je ne sais pas si je mérite toutes ces paroles que vous avez prononcées, mais il y a une chose que je m'efforcerai de faire, et ce sera de mériter la confiance que vous venez de me témoigner en instant. Décolonisation sur France Inter. Roger Damawuzan, un des pionniers de l'afro-punk togolais, Wait for Me. Le pays se dirige vers l'indépendance. En 1959, Dag Hammarskjöld, le secrétaire général de l'ONU, visite le Togo. Il est le témoin de la ferveur du moment. Passant devant les marches du perron, M. Dag Hammarskjöld est obligé de se rendre à l'autre extrémité. Il ressort par la troisième porte et vous entendez la foule. Les mouchoirs s'agitent, les gens sautent, les cannes même se lèvent en guise de salut.
La foule est là, tellement mêlée, à un point mêlée qu'on n'en distingue plus les visages, qu'on ne distingue plus les gestes. On ne distingue que des mains levées et des mouchoirs agités. Les barrières de police sont débordées et la foule court derrière M. Daga-Marjeude. Celui-ci revient cette fois par la porte principale où les petites Togolaises lui offrent leur gerbe de roses. M. Daga-Marjeude paraît très ému, il est très souriant. M. Daga-Marjeude, accompagné de M. Sylvanus Olympio, de M. Spénal et des membres du gouvernement, vient de faire son apparition sur le balcon. Et les cris immenses d'applaudés que vous avez entendus saluaient leur présence. Et M. Sylvanus Olympio va maintenant prendre la parole. Agone Milo, Ahono, Ahoeto, Ndekukugare ne Yabada Miadoto, Amedjo Kenye, secrétaire général des Nations Unies, que y a M. Dag Hammarskjöld, Ameko Yanabe Onio, Kokoromianti Pesu Bavaïa, Nova Megava Fia, et il dit gare l'ennemi, et bien on ne va me levier. Allons les. Chers amis de Togo et de Lomé, tout d'abord, je tiens à vous remercier de tout mon cœur de l'accueil si impressionnant, si touchant que vous avez bien voulu me donner. L'histoire récente de Togo est étroitement liée aux œuvres, aux efforts et aux idéaux des Nations Unies. Pour cette raison, le Togo et les Nations Unies ont en quelque part un sort en commun. En 1960, comme la plupart des autres territoires administrés par la France, le Togo accède à l'indépendance. Avec Sylvanus Olympio à sa tête, plein d'ambition pour son pays, l'euphorie est de mise. Le Togo à l'heure de l'indépendance. Cette indépendance, M. Sylvanus Olympio en prend acte devant le représentant de la France et les délégués des Nations Unies. Et il a pu voir monter au mât le drapeau vert, jaune et rouge à étoiles blanches. Ainsi s'achève 38 ans de tutelle française sur l'ancienne colonie allemande du Togo. La France patronnera la candidature du Togo à l'ONU et poursuivra son aide financière au nouvel État. Hamzat Boukari Yabara, vous êtes historien, spécialiste du panafricanisme. L'administration coloniale, on l'a vu, met des bâtons dans les roues de Sylvanus Olympio, il est privé de ses droits civiques. Pourquoi cette hostilité selon vous ? Alors Sylvanus Olympio dérange beaucoup la France parce qu'il n'est pas du tout dans le prototype classique des élites africaines. Il est dans une dissidence. Il a accusé d'avoir été formé par les Anglais, d'être l'homme des Anglais, voire des Américains. Et par conséquent, il est un peu insaisissable. Il n'a pas de complexe d'infériorité, il vient d'une grande famille, il n'est pas demandeur. C'est un peu quelqu'un qui suit sa propre ligne et que le logiciel colonial français n'arrive pas tellement à saisir. Et donc l'idée, c'est de le bloquer au niveau politique pour qu'il retourne un peu dans le monde des affaires, dans l'économie. Donc on lui fait plusieurs propositions. Des postes à Paris, on lui promet une grande carrière, des grandes fonctions, mais il reste vraiment convaincu que c'est sur le champ politique qu'il doit s'engager. Ça dérange énormément la France. La rivalité politique entre Olympio et Grunitzky, dont on a parlé, est doublée d'une dimension personnelle. Ils sont beaux-frères. Quelle est l'importance, selon vous, de ce facteur dans leur rivalité politique ? Alors c'est toujours particulier parce qu'effectivement il y a un lien de famille, même s'ils n'ont pas du tout les mêmes trajectoires. L'un c'est vraiment construit par lui-même, il allait très loin. L'autre est plus un employé, un ingénieur qui dépend vraiment du système. Donc on est déjà sur deux profils très différents. Et je dirais qu'on est aussi sur effectivement une relation de famille qui interpelle, qui est un peu différent de ce qu'on peut voir dans d'autres cas où on a des fratricides qui ont pu exister dans l'histoire politique du continent africain. Mais dans le cas de Olympio Grunitzky, il y a évidemment une opposition politique qui, d'une certaine manière, fait disparaître la proximité personnelle et qui montre que les intérêts dépassent finalement le cadre purement familial. Comment expliquer dans ce cas-là le succès de Sylvanus Olympio face à Grunitzky ? Comment s'impose-t-il au bout du compte comme l'homme clé de la nouvelle nation ? Alors Sylvanus Olympio s'impose comme l'homme clé de la nouvelle nation parce que déjà il est à la tête du comité d'union togolaise, donc c'est vraiment le parti qui va pousser pour l'indépendance, qui va remporter les élections en 1958 face au parti togolais du progrès de Grunitzky que les Français en fait ont créé, alimenté, financé.
Et Sylvanus Olympio s'entoure surtout d'un certain nombre de cadres togolais, des jeunes togolais qui font le travail à ses côtés et qui permettent de donner à sa victoire en 1958 une dimension assez populaire, ce qui n'était pas le cas de Grunitzky, qui était vu comme quelqu'un de beaucoup moins, attractif, de beaucoup moins rassembleur que Olympio. Sylvanus Olympio est différent de la plupart de ses homologues à la tête des États nouvellement indépendants. Sans doute parce qu'il a étudié l'économie à Londres et qu'il a une expérience dans le secteur privé. Il est très sourcilleux des équilibres financiers. Il a refusé la voie rapide vers l'indépendance. C'est celle qu'a choisie par exemple la Guinée d'Ahmed Sékou Touré, en rupture avec la France dès 1958. Un an avant l'indépendance, alors qu'il est à la tête du gouvernement autonome, il expose sa vision économique dans un discours au Parlement togolais. Vous savez tous sans doute qu'à sa reprise de pouvoir, votre gouvernement s'est trouvé en présence d'une situation financière dont le moins qu'on puisse dire est qu'elle était difficile. Il a fallu faire preuve d'une extrême fermeté et d'un travail soutenu de tous les instants pour ramener dans les limites raisonnables les déficits budgétaires de l'année 1958 et les réduire encore pour l'exercice en cours. Vous comprenez que celui qui doit recevoir une aide pour vivre est toujours lié à celui qui lui donne cette aide. Ne négligez maintenant aucun effort et aidez votre gouvernement dans son effort de redressement financier. Ne pas dépendre de l'aide pour vivre, c'est toute la philosophie de Sylvanus Olympio. Il rêve d'indépendance économique pour ce petit pays d'Afrique de l'Ouest, ce qui le conduit à commettre des erreurs qui ont provoqué sa perte. Pour pouvoir dérouler sans opposition son programme économique, le président choisit le mode autoritaire. Il impose le régime de parti unique. Il imite finalement le modèle choisi par presque tous les États africains dans les années 60, quelle que soit leur option politique. Olympio ne veut pas laisser les divisions politiques le détourner de la mise en œuvre de son programme d'indépendance économique. Le prix à payer est celui d'une réduction des libertés. La grande affaire de Sylvanus Olympio, celle qui doit marquer son indépendance vis-à-vis de l'ancienne puissance coloniale française, c'est la sortie de la zone franc. Un historien togolais, Tetevi Godwin, explique l'enjeu. La monnaie, c'est un des attributs essentiels de la souveraineté d'une nation. Comment vous pouvez vous dire que vous êtes indépendant quand vous utilisez la monnaie d'autrui? Non, vous ne pouvez pas prétendre être indépendant tant que vous continuez à utiliser la monnaie d'autrui. Toutes les anciennes colonies françaises d'Afrique sont alors liées à la France par la monnaie, le franc CFA. Deux zones monétaires se distinguent, l'une en Afrique de l'Ouest, l'autre en Afrique centrale. Le Togo en fait partie à son accession à l'indépendance en 1960. Mais en 1962, après d'âpres négociations avec Paris, le Togo adopte une loi qui crée une banque centrale du Togo, indépendante de celle d'Afrique de l'Ouest. Ce n'est pas encore la sortie de la zone franc, mais c'est un premier pas vers la création d'un franc togolais, différent du franc CFA. Pourtant, le cordon n'est pas coupé. Le franc togolais est toujours lié à la France. L'accord est conclu avec Paris le 20 décembre 1962. La loi est promulguée au journal officiel le 1er janvier 1963, mais la monnaie togolaise ne verra jamais le jour. Pour la France, comme l'indique l'ambassadeur Henri Mazoyer dans un télégramme déclassifié, c'est un péché d'orgueil du nouvel État. Olympio se méfie de la gestion financière des autres pays africains et veut son indépendance aussi vis-à-vis d'eux. Il développe la même orgueilleuse assurance quant à la vertu de l'austérité et la déflation pratiquée par M. Olympio. Le président togolais se heurte à la méfiance de Paris à l'égard de ses projets d'indépendance monétaire.
Mais il doit aussi faire face à l'hostilité de ses pairs africains, comme Félix Houphouët-Boigny ou Kwame Nkrumah, qui le jugent donneur de leçons. Son pari, c'est se serrer la ceinture pendant un certain temps pour pouvoir obtenir des marges de manœuvre suffisantes dans un second temps. Explique un historien. Il n'en aura jamais le temps. Parallèlement, un drame se prépare. Sylvanus Olympio est confronté à la fronde de plus en plus menaçante d'un groupe de 600 anciens militaires togolais de l'armée coloniale, des anciens combattants d'Indochine et d'Algérie. Démobilisés, ils réclament d'être incorporés dans l'armée togolaise, ou à défaut, dans la gendarmerie ou d'autres services de sécurité. Mais le président ne veut rien entendre. Il n'entend pas dépenser d'argent dans la création d'une armée nombreuse. L'armée nationale ne compte alors que 300 membres. Il repousse à plusieurs reprises les demandes pressantes des ex-soldats. Ce nationaliste intransigeant n'apprécie pas non plus le fait que ces soldats se soient battus contre d'autres peuples qui luttaient pour leur indépendance en Indochine ou en Algérie. Ces ex-militaires ont trouvé un mentor, le commandant français Georges Métrier, chef de la gendarmerie togolaise et conseiller du président, dont le contrat arrive à terme. Il encourage en sous-main les anciens militaires en colère à exprimer leur mécontentement. Quelle est sa responsabilité exacte dans les événements qui vont suivre ? Elle n'a pas été clairement définie, même s'il joue un rôle décisif dans la période conduisant au drame. Dans la nuit du 12 au 13 janvier 1963, un commando armé constitué de ces anciens militaires de l'armée coloniale arrive devant le domicile du président Olympio. Il n'y a que 2 policiers de garde devant la grande maison de Lomé, symbole de la simplicité du pouvoir de cet homme trop confiant. Sylvanus Olympio s'enfuit en pyjama. Il se réfugie dans la maison voisine, qui se trouve être l'ambassade des États-Unis. L'universitaire togolais Michel Goé Akoué raconte la suite au micro de RFI. L'ambassadeur des États-Unis a été saisi par son gardien. Il aurait téléphoné à l'ambassadeur de France et selon donc les témoignages, ce dernier a téléphoné aux putschistes qui se trouvent là et c'est eux qui sont arrivés le petit matin le sortir pour le canarder. Nous t'avons repéré. Sors de là. Dit un militaire au président caché dans la voiture américaine. L'envoyé spécial du Figaro à Lomé, Jean-François Chauvel, a reconstitué la scène à partir des récits des militaires. Olympio est descendu de la voiture et a marché vers le portail de l'ambassade. Là, il s'est arrêté, réalisant sans doute que s'il continuait, il perdrait toute protection diplomatique. Et nous a dit qu'il ne voulait pas aller plus loin. Je décidais, c'est un homme important, et il pourrait y avoir des manifestations de foule s'il restait ici. Le sergent Eyadema était arrivé en jeep. Qu'attendez-vous ? A-t-il demandé au soldat de garde. Abattez-le. Celui-ci tire au pied d'Olympio. Furieux, Eyadema lui arrache son arme et tire 3 balles. Atteint à la poitrine et à l'abdomen, le président s'écroule. Il se tord de douleur. Alors, Eyadema sort son poignard et lui coupe les veines. Pour finir, il lui tailla de la cuisse gauche avec la baïonnette. C'est comme ça que je faisais en Algérie, pour m'assurer que mes victimes étaient bien mortes, conclut-il en souriant, avant de remonter dans la Jeep avec ses complices. Ce récit dans lequel le sergent Eyadema revendique personnellement l'assassinat se révèle embarrassant des années plus tard, lorsqu'Eyadema devient à son tour président de la République du Togo. Bien plus tard, il démentira avoir lui-même commis le meurtre qu'il avait revendiqué avec autant de détails. Pour l'heure, les assassins d'Olympio ne sont pas prêts à prendre le pouvoir. Radio Lomé. Premier secrétaire du comité insurrectionnel vous parle. Le comité insurrectionnel a tenu sa deuxième réunion de 12h à 14h. Tous les membres étaient présents. Vu l'urgence qui a doté rapidement la République d'un appareil exécutif, le comité a décidé de faire appel à M. Nicolas Gruniski pour former un gouvernement provisoire. C'est un communiqué aussi laconique, diffusé aux premières heures de la matinée de dimanche,
qui apprit aux 1 440 000 habitants de la jeune République du Togo qu'un coup d'État militaire s'était produit dans la nuit et que le président de la République, Sylvanus Olympio, avait été assassiné. Nicolas Grunitzky, le beau-frère ennemi du président, accepte de s'installer sur le fauteuil de Sylvanus Olympio, malgré les circonstances accablantes. Quelques jours plus tard, le 16 janvier, Grunitzky tente péniblement d'expliquer son choix au micro de la RTF à Paris. Monsieur le Président, pouvez-vous nous dire dans quel esprit vous avez répondu à l'appel du comité insurrectionnel et pourquoi vous êtes-vous rendu à Lomé? En fait, votre question peut paraître quelque peu embarrassante, puisque on peut dire, a-t-il répondu à l'appel des assassins? Ou pourquoi a-t-il accepté de jouer ce rôle, d'autant plus que c'est son beau-frère qui a été tué pendant les événements? Quand le comité révolutionnaire m'a demandé de venir, j'ai réfléchi beaucoup à la question. D'abord, je m'étais récusé. Le comité en insistant, j'ai pris la détermination de venir voir et d'apprécier moi-même les faits sur place à Lomé. Il faut réaliser l'union nationale du Togo. Sans cela, ce sera le chaos, à mon avis. Grunitzky ne sera qu'un président de transition. Il est débarqué en 1967 par Étienne Eyadema, l'homme qui l'avait installé au pouvoir. Étienne change son prénom en Gnassingbé. L'assassinat de Sylvanus Olympio crée un choc profond en Afrique. Le rôle de la France est questionné. L'attitude de l'ambassadeur de France dans la nuit de l'attaque, le statut et le comportement du commandant Magnier auprès des militaires démobilisés en colère. On rapporte qu'il aurait offert une prime à Eyadema pour son acte. L'hostilité de Paris à la sortie du Togo de la zone franc, envisagée par Sylvanus Olympio, une décision aussitôt annulée par Nicolas Grunitzky. Tous ces éléments convergent pour attribuer à l'ancienne puissance coloniale un rôle dans le coup d'État. Mais aucune preuve formelle ne sera jamais produite et l'ambiguïté reste de mise. Bien plus tard, dans un livre d'entretien, Jacques Foccart, l'homme de l'ombre des affaires africaines du général de Gaulle, confie qu'il avait avec Sylvanus Olympio des rapports plutôt froid. C'était un homme de qualité, mais orgueilleux, pas facile dans les contacts humains. À l'opposé, Jacques Foccart qualifie Nicolas Grunitzky d'ami, dont les deux filles venaient souvent chez lui, à Luzarches. Jacques Foccart, qui n'a pas hésité à revendiquer d'autres opérations de déstabilisation en Afrique, par exemple contre Sékou Touré en Guinée, nie toute responsabilité. Somme toute, vous êtes satisfait du retour de Grunitzky au pouvoir? Lui demande le journaliste Philippe Gaillard. Réponse de Foccart. Pas du tout des circonstances, entendons-nous bien. Mais l'irréparable ayant été commis, je pensais que Grunitzky serait un bien meilleur président qu'Olympio. Bien qu'il ne fût pour rien dans l'élimination de son prédécesseur, il en subissait le contre-coup dans l'opinion internationale. Foccart rapporte aussi qu'en 1967, 4 ans après l'assassinat d'Olympio, le général de Gaulle reçoit à l'Élysée Eyadema, devenu président. Il lui dit « Vous avez tué Sylvanus Olympio. Vous avez tué Sylvanus Olympio, vous avez eu tort. Plus tard, vous avez pris la place de Grunitzky qui ne dirigeait pas vraiment le pays. Il fallait sans doute le faire. » Puis il lui a donné des conseils de plusieurs ordres et très précis. Ainsi fonctionnaient les rapports entre la France du général de Gaulle et ses anciennes colonies d'Afrique. Pas de sentiments, une tutelle persistante, une ingérence permanente dans la vie politique des États africains, incarnée par le rôle central de Jacques Foccart. Foccart, le seul homme qui à Paris voyait chaque jour le général de Gaulle. Un homme auquel il ne fallait pas déplaire, comme ce fut le cas avec Sylvanus Olympio.
Anumbla nyina ewonya ukala jova fazina muma alele 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 zina mae zina mae zina mae ebichona zina mae zina mae alele zina mae oh boy zina mae ebichona zina mae zina mae zina mae zina mae. L'historien Hamzat Boukhari Yabara, auteur de Africa Unite, est avec nous. Sylvanus Olympio a-t-il commis des erreurs qui ont pu peser dans son assassinat? On pense aux relations avec la France ou à son attitude vis-à-vis des militaires démobilisés. Alors, la particularité de Sylvanus Olympio, c'est qu'il ne voulait pas un Togo endetté. Et donc il met en place une politique d'austérité quand il prend le pouvoir, ce qui suscite forcément le mécontentement de la fonction publique, ce qui l'amène également à réduire le budget de l'armée. Donc il y avait à peu près 300 militaires, donc ce qui est très peu pour une armée. Il y avait 2 policiers qui gardaient son domicile privé. Et surtout, il impose vraiment un régime d'austérité qui crée une forme d'impopularité, qui l'amène à évoluer comme d'autres vers le régime de parti unique, vers une forme d'autoritarisme, qui consiste tout simplement à tenir le pays dans une main de fer pour appliquer son projet économique. Donc je dirais que s'il y aurait une erreur à lui imputer, ce serait peut-être cette obsession sur le volet économique. Mais en même temps, il avait bien compris que si le Togo ne réglait pas cette question, il risquait de tomber dans un néocolonialisme économique. Et c'est dans ce sens-là qu'il voulait notamment préparer la sortie du Togo du franc CFA, qui devait être effectif 2 jours après son assassinat le 13 janvier 63. Ensuite, il a diversifié les partenariats. Il s'est beaucoup tourné vers d'autres pays européens, notamment l'Allemagne, vers les États-Unis également. Donc, il y avait un accord d'investissement américain au Togo qui était ficelé. Il avait, je dirais, beaucoup d'ambition. Et dans le contexte de l'époque, avoir beaucoup d'ambition pour un dirigeant africain, c'était effectivement signer son arrêt de mort. Mais de ce point de vue-là, avec le recul de l'histoire, que peut-on dire réellement du rôle de la France dans le renversement d'Olympio ? Alors, le rôle de la France est central puisque, d'une part, c'est l'ambassadeur de France à Lomé qui informé par l'ambassadeur des États-Unis que Olympio, donc recherché par un commando, se cachait dans l'enceinte de l'ambassade américaine, a prévenu le commando de où se trouvait Olympio en demandant à l'ambassadeur américain de ne pas lui apporter d'asile diplomatique. Donc, la France a d'une certaine manière, sur le plan diplomatique, été engagée. Ensuite, sur le plan militaire, au niveau des services de renseignement, c'est Georges Métrier, donc un ancien du SDEC, donc l'ancienne DGSE, qui avait officié au Cameroun, qui était commandant de la gendarmerie et qui donc a un peu géré les déplacements des différents commandos la nuit de l'assassinat de Sylvanus Olympio. Et puis, troisièmement, ceux qui ont commis l'acte étaient d'anciens soldats de la coloniale qui, dans bien des cas, étaient liés à toutes les guerres commises par la France. Le dernier élément, c'est la question des archives, puisque nous n'avons aucune archive concrète sur l'assassinat de Sylvanus Olympio, même pas le rapport d'autopsie. Et il semble inconcevable que la France ne puisse avoir d'éléments permettant de retracer plus précisément l'histoire de cet assassinat. Donc il y a une main française très claire derrière l'assassinat d'Olympio et derrière le soutien évidemment à Grunitzky, puis à Gnassingbé Yadema, qui était dans ce commando et qui s'était vanté notamment d'avoir lui-même tué Sylvanus Olympio, en sachant que l'assassinat de Sylvanus Olympio était aussi assorti d'une somme d'argent. Alors on parlait de 300 000 ou 600 000 francs CFA de l'époque, ce qui montre vraiment le caractère assez mesquin de la chose. Je l'ai dit, vous êtes un spécialiste du panafricanisme. Peut-on décrire Sylvanus Olympio comme un panafricaniste, surtout si on sait que ses relations avec Kwame Nkrumah, le président du Ghana, figure centrale du panafricanisme, n'étaient pas au beau fixe à l'époque? Alors, les relations avec Kwame Nkrumah, effectivement, étaient assez conflictuelles. Elles étaient liées au fait que les 2 pays hébergeaient des opposants respectifs à l'un et à l'autre, et donc étaient accusés de déstabilisation. Il y avait également l'influence ou les liens avec le président du Dahomey, Hubert Maga, qui tentait de réconcilier un peu les deux. Et puis aussi la manipulation aussi de la Côte d'Ivoire de Félix Houphouët-Boigny en termes d'intox. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que la nuit de son assassinat, enfin la journée précédant son assassinat, Olympio travaillait
travaillait sur la rédaction de la charte de l'Organisation de l'Unité africaine, donc la charte de l'OUA, et que même s'il y avait effectivement des désaccords et des divergences avec Kwame Nkrumah, il s'inscrit dans une vision panafricaine, je dirais peut-être plus pragmatique, plus concrète et peut-être plus structurée du point de vue justement du développement, de la question du développement économique. C'est d'ailleurs l'assassinat d'Olympio qui explique l'absence du Togo à la conférence fondatrice de l'OUA à Addis Abeba le 25 mai 63, puisque Olympio est le premier chef d'État africain démocratiquement élu à être assassiné à ce moment-là. Il y avait eu un précédent, mais c'était un premier ministre avec Patrice Lumumba, mais dans le cas d'Olympio, on entre vraiment dans, je dirais, ce modèle, ce système des indépendances qui sont suivis d'élimination de dirigeants dont on ne souhaitait pas justement qu'ils réalisent l'indépendance. Merci Hamzat. Merci à vous. 60 ans plus tard, cette période n'est pas close. Le 13 janvier 2023, l'archevêque de Lomé, Monseigneur Sassou Dogbe, plaide du haut de sa tribune pour le retour de la dépouille de Sylvanus Olympio au Togo. L'ancien président est inhumé au Bénin voisin et le rapatriement de sa sépulture est sans cesse reporté. Le temps n'est-il pas arrivé, après 60 ans, pour que nous regardions ensemble l'histoire de Sylvanus Olympio de manière plus dépassionnée, afin d'envisager ensemble notre avenir? Le temps n'est-il pas venu pour que la dépouille mortelle de notre premier président puisse enfin reposer chez lui, dans la terre pour laquelle il s'est battu? Le temps n'est-il pas venu pour un travail de vérité et de pardon, de vérité qui permette de lire enfin notre histoire telle qu'elle s'est déroulée? La période n'est pas close non plus lorsqu'on sait que le pays reste dirigé par Faure Gnassingbé, le propre fils du sergent Étienne Eyadema, l'homme qui avait revendiqué l'assassinat de Sylvanus Olympio. Une page d'histoire qui a du mal à se refermer. Janta Khan, rappeur togolais, un morceau tiré de l'album Fangafrika, La voix des sans-voix. Décolonisation, une émission de France Inter. Chargé de programme, Fanny Leroy. Documentation, Anne-Lise Signoret, Ingrid Lecointe et Antoine Villose. Lecture, Philippe Pierrard et Esa Boto. Prise de son, Jérôme Ragano, Thomas Langlin. Mixage, Jason Taous. À la réalisation, Hélène Bizio. Faites comme chez vous. Dans mon palais, n'embarquez pas lettre du bonheur pour la rive salée. Jusque-là, y'en a qui nous haissent. Oh, ce n'est que le premier encore et que parfois mortel. Dans la donne la qui casse, on l'a manié la boutame. Dans l'île armée, n'a mais pas ma pomme, non, et peu à jamais. Mille top niveau, roco, yé mille giga, roco. Hey, mais sans que ne connaît pas vous.
Avule, hey, l'histoire vous ne jata ba vous, neonyana no po janta be vovo ya ma voix, pas de photocopie yen jamuka vous n'avez pas blonda be magnifiant, et pas vos bico de moi na manque pas pour le lamelo, oh le grand jata mu ba nous le mec ma décrit photo na way. Alors, if you don't know me, Joe, you know my story. Le lion d'or, ils ont cru que c'est le chien. De la conscience, nuit de la délivrance, ce n'est pas forcément ceux qui tombent du ciel qu'on appelle rendez-vous. Dispersez-vous, mes amis. Pourquoi ignorons-nous que c'est dans l'unité nous pouvons construire notre Afrique? C'est notre seul guide. Minami momi doago, Minami momi doago. Le roi lion va tout briser. Le roi lion va tout briser. Minami momi doago, Minami momi doago. Le roi lion va tout briser. Le roi lion va tout briser. Vers l'est, je lance mes vers en parabole. Sauver le cœur inondé. Je représente mon peuple, porte-parole des yeux sur terre. Je fais le grand écart encore pour être plus à l'écart. Ça y est, mon vado coup droit dans le nez. Mais c'est à mes coups d'eau sur le nez. Hey, Naouni Janta, no chia, pas comme c'est les cas. C'est depuis les cas, micro-vie les cas. Donc, ouais, Sobana c'est les cas. Apou, 2000 la Ptolémée. Pata, papa, la Ptolémée. Soukoulouvi, donc la vie, les pas, mais dès qu'à la Ptolémée.